Ce balado est présenté par le Musée de la photographie de Drummondville. Salut tout le monde, ici Bertrand Godin, bienvenue à Plein Mon Casque. Cette semaine, on a un invité de réputation internationale qui a gagné des prix partout sur la planète. Le gars a vécu tous les Grands Prix du Canada depuis 1978, donc il a vu des Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Bernard Brault est avec nous. On fait tous l'association du nom de Guy Lafleur au hockey et Gilles Villeneuve au sport automobile. Mais en photographie, il y a un nom et c'est Bernard Brault. Bernard, bienvenue. Hey, salut Bertrand, bon matin. Hey, bon matin, c'est vraiment génial d'avoir accepté notre invitation à Plein Mon Casque. Dis-moi, cette passion pour la photographie a commencé comment? Disons, ça remonte à plus de 46 ans, même plus que ça. J'ai commencé à l'âge de 18 ans à faire des photos amateurs et quelques mois plus tard, j'ai commencé à vendre des photos au Courrier du Sud à Longueuil. En fait, mes premières photos ont été vendues 5 $ pour 5 photos. Le mercredi suivant, je reçois le Courrier du Sud, en page 1, ma photo avec mon nom. Et c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre. Mais d'acheter ton premier appareil photo, ça s'est fait comment? Je me souviens très bien, à l'époque, au Journal de Montréal, il y avait un photographe qui s'appelait Toto Gingras. Et à chaque jour, il y avait 2 pages de photos dans le centre et on le voyait avec sa photo. Et il y avait un appareil Canon dans ses mains. Et c'est ce que j'ai acheté à l'époque. Je l'ai ici. Mon premier appareil, c'était un Canon. C'est wow. Avec ça que j'ai fait mes débuts en photographie. Mais quand même, c'est un appareil évolué. Ça devait pas être donné quand même si on remonte là plusieurs années. Ben, c'était quelques centaines de dollars. Aussi, il faut pas oublier le coût des films à l'époque. J'avais ma chambre noire. Je faisais de la diapositive qui était quand même assez dispendieux. Les films, fallait acheter le film, le faire développer et ensuite voir le résultat pour voir si c'était bon ou non. Et tes parents ont accepté que tu te lances dans cette dépense-là? Oui, ils m'ont jamais empêché de faire ce que j'aimais, puis je les remercie parce que j'ai eu vraiment une vie extraordinaire grâce à la photographie. Et là, tes premiers clichés, est-ce que ça a donné des bons résultats ou ça a pris quand même un certain temps avant de maîtriser la bête? Je regarde mes premières photos, donc ma première photo publiée, c'est pas vraiment extraordinaire comme photo. C'est sûr que j'ai pu évoluer assez rapidement au Courrier du Sud parce que j'avais beaucoup d'affectation, dont à chaque lundi, René Lévesque, qui était premier ministre de l'époque, venait dans son comté et j'avais la chance de le suivre. Donc, j'ai appris beaucoup de d'autres photographes qui étaient sur le terrain. Je voyais ce qui se faisait dans les journaux, donc j'ai appris beaucoup par moi-même. Et là, bon, tu t'es lancé dans le photojournalisme. Donc, c'était quand même assez large comme cliché qu'on pouvait prendre. Oui, parce que pour le Courrier du Sud, c'était des affectations de sport, de politique, des portraits, beaucoup de photos de magasins parce qu'il y avait des trucs sur les magasins. Évidemment, c'est un journal qui vit de publicité essentiellement. Donc, je devais aller faire des photos des gens dans les magasins, des devantures de magasins, un peu tout ce qui se fait en photographie de presse. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de diffusion sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un élément qui a tellement évolué. Comment tu as vécu cette transformation-là? La transformation, en fait, j'utilise beaucoup Instagram pour diffuser mes photos. Comme je ne travaille plus à la presse maintenant, pour moi, c'est une bonne porte de sortie de diffuser mes photos sur Instagram, voir un peu les commentaires des gens, mais il ne faut pas se fier juste à ça, mais j'aime bien diffuser mes photos sur ce compte-là. Et les gens pensent souvent que, bon, c'est facile, tu prends une photo, tu la diffuses, mais dans ton cas, t'en fais beaucoup de clics par rapport à ce que tu faisais au début. Oui, évidemment, là, les appareils au début, celui que j'avais, il n'y avait aucun moteur. C'était un film de 36 poses. Quand tu allais à un endroit, tu prenais un film, 2 films, c'était 72 poses. Tandis que hier soir, j'ai fait la première du Cirque du Soleil. J'ai pris plusieurs milliers de photos. À mes débuts, j'en aurais pris quelques centaines à peine. Est-ce que tu as déjà calculé en un an combien de clichés tu peux prendre? Oui, il y a des années, j'ai fait au-dessus de 450 000 photos.
Aux Olympiques, lorsque je couvrais les Olympiques, ça varie entre 60 et 80 000, tout dépendant des affectations que j'ai sur place. Ça, c'est bien beau de prendre une photo, mais il faut faire des sélections, des corrections. Donc, le temps que ça prend pour ça, c'est gigantesque. Pour ma part, il n'y a pas beaucoup de corrections, car à la base, la photo, c'est comme à l'époque, quand tu prenais un film diapositive, si tu n'étais pas bien exposé, ta photo n'était pas bonne. Fait que j'ai continué dans la même veine à exposer manuellement, choisir mon ISO. À l'époque, on changeait de film, mais maintenant, je peux changer les ISO au fur et à mesure. Donc, la photo à la base est très bien exposée, assez bien cadrée. Fait qu'il y a très peu de retouches à faire sur l'ordinateur, un léger cadrage, puis un petit peu l'exposition peut varier, mais il n'y a pas très peu de choses à faire. Il y en a qui adorent les filtres, d'autres les détestent. Dans ton cas, une photo, il faut que ça soit nature. Ben oui, moi, c'est la rapidité. J'ai pas le temps d'installer des filtres pour ma part. En photojournaliste, il faut que ta photo soit réelle. Il faut vraiment que, à la base, ce soit excellent. Fait que j'ai pas de filtre ou d'autres attributs. Parfois sur trépied, mais très peu. Ta passion qui est devenue un métier t'a emmené à travers le monde. Parle-nous de tes plus beaux voyages que tu as vécus dans toutes ces belles années. Avec la presse, évidemment, j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde. J'ai couvert 13 Jeux olympiques pour eux. Je dirais que mes premiers à l'île-en-mer en Norvège en 94, c'était vraiment pour moi l'événement qui a changé ma carrière. Je me suis dit à cette époque-là que je voulais tous les faire et j'ai réussi à presque tous les faire jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment pour moi le moment charnière en carrière, ces Jeux-là. J'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de voyages de tourisme pour la presse un peu partout dans le monde. Et donc, si tu avais un sport à choisir comme étant le plus difficile à photographier, ça serait lequel? La boxe, c'est un sport assez difficile parce que ce que tu veux avoir, c'est le coup de poing qui atteint la cible. Faut que tu anticipes beaucoup. C'est un des sports difficiles, mais avec les nouveaux appareils, ça facilite beaucoup les choses. Tu as vécu toute l'époque du sport automobile au Québec parce que depuis 1978, tu as tout fait les Grands Prix du Canada. On se souviendra, en 1978, c'était Gilles Villeneuve qui était chez Ferrari, le Conte de Fées, Gilles Villeneuve qui remporte l'épreuve. Parle-nous comment tu avais vécu tes premiers contacts avec le sport. Ben, à l'époque, j'étais au Courrier du Sud et j'ai réussi à avoir une accréditation pour couvrir le Grand Prix du Canada. Et c'était mes débuts. Peut-être que j'avais fait quelques courses automobiles, mais de bas niveau, évidemment. C'est sûr que le Grand Prix du Canada, c'était quelque chose de gros pour moi. Puis, j'en viens pas encore la chance que j'ai eue d'être là. Et j'avais fait des diapositives en plus. Est-ce qu'on réalisait que c'était gros à l'époque ou c'est vraiment après la victoire de Gilles où là, on a réalisé l'ampleur? C'est sûr que j'avais pas beaucoup d'intérêt pour la course auto. Gilles Villeneuve était connu, mais pas autant que suite à sa victoire. Quand je me souviens de ces souvenirs-là, vraiment, c'était gros, mais c'est devenu de plus en plus gros avec les années. Et quand tu es arrivé sur place, c'est quoi tes habitudes de photographe? Est-ce que tu, un peu comme un pilote, tu marches le circuit pour savoir où tu étais pour te positionner? Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Oui, mais disons, je n'avais pas vraiment d'habitude. Je découvrais la course. Par la suite, j'ai développé des habitudes que je conserve la majorité du temps lors de mes couvertures de Grand Prix maintenant. Mais au début, j'y allais comme une poule pas de tête. Là. Je faisais à peu près n'importe quoi. Parce qu'il y avait plus aussi, je pense, durant la fin de semaine en 78, ce qui a dû compliquer un peu ton travail. C'est sûr que maintenant, on a des abris pour les appareils, mais à l'époque, on protégeait du mieux qu'on peut l'appareil. Puis ce que je me souviens, c'est que les gens ont trouvé ça très froid. Il y avait eu quelques flocons de neige lors de ce Grand Prix. Comment tu as vécu la victoire de Gilles? Parce que est-ce qu'on, comme photographe, on réalise qu'est-ce qui se passe sur la piste ou on est juste concentré à vouloir prendre des photos? Moi, je me concentre à faire les photos. C'est sûr qu'on peut avoir des moments d'émotion, un peu comme aux Olympiques, parce que tu développes une amitié avec certains athlètes.
Mais il ne faut pas que tu te laisses aller à tes émotions parce que les athlètes comprennent très bien qu'ils peuvent avoir une victoire et ils peuvent avoir une défaite. Et pour nous, on doit capter l'émotion des deux côtés de la médaille si on veut. À quel moment tu as réalisé que Gilles Villeneuve l'avait emporté? Écoute, je me suis approché de la ligne d'arrivée. C'est quand il a traversé la ligne. Puis quand j'ai eu la photo avec le drapeau, probablement que j'écoutais le système, le descripteur de la course. J'ai peu de souvenirs de ce moment-là exactement. Par la suite, ben, il y a eu justement tout le brouhaha des journalistes, la salle de presse. Donc, il devait avoir une ambiance carrément géniale. Ben oui, là, j'ai des photos. Je me souviens, la salle de presse, c'était dans le pavillon de la France, au sous-sol, qui est en fait le casino aujourd'hui. Puis on peut voir sur la photo la majorité des journalistes. Vous voyez, on avait quand même un accès assez facile derrière Gilles Villeneuve, ce qui aujourd'hui est impossible lors des conférences de presse des pilotes à Montréal. Parce que dans toutes ces années-là, dans les années de 78 à 81, toute l'ère avec son frère Jacques qui avait essayé de qualifier, ça c'est des clichés que tu as pris qui est formidable. Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais quand même une meilleure expérience en photographie et en couverture de course. Fait que, comme tu es photographe de presse, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe. Fait qu'on savait que Jacques et Gilles allaient être là. Il s'agissait d'être là le vendredi matin, puis les deux se sont réunis pour une photo, entre autres, où on voit Gilles qui fait le signe en imitant les photographes, si on veut. Oui, parce que Gilles Villeneuve était un passionné de photos et d'ailleurs, pour avoir parlé à Joanne, il s'était équipé à l'époque d'un appareil avec les lentilles et tout. Et puis bon, c'était assez complexe à l'époque, donc il avait laissé ça un peu de côté. Donc, est-ce que tu avais eu la chance d'en parler avec Gilles Villeneuve de cette passion? En fait, nous, on n'a pas beaucoup de contact avec les athlètes, on les photographie. La majorité du temps, ils savent pas on est qui. Ben, surtout aujourd'hui, avec la Formule 1, les photographes qui couvrent tous les circuits, ils doivent avoir de bons contacts avec les pilotes. Mais tandis que nous, qu'on fasse un match des Canadiens, on n'a pas de contact direct. Par contre, en ski acrobatique, j'ai de meilleurs contacts. Les skieurs me connaissent et on a établi de belles relations avec les années avec tous les champions olympiques qu'on a eu en ski acrobatique. Tous les sports, en fait, la majorité des gros événements sportifs qui ont eu lieu à Montréal, j'étais présent pour la majorité. J'ai fait les tournois de tennis dès les débuts à Montréal. Je couvrais la boxe à l'époque au centre Paul Sauvé, les soirées de lutte qu'il y avait à ce moment-là, les matchs des Canadiens au Forum, au Centre Bell. J'en ai fait des milliers d'événements, si on veut. Bon, j'imagine que tu n'as pas fait de lutte, mais tu fais du ski, notamment avec des grands champions. Oui, disons que la lutte, la photographie, mais le ski, comme je te disais, j'ai développé une amitié, entre autres, avec Jean-Luc Brassard et j'ai la chance, avec les années, on a fait plusieurs voyages de ski ensemble et on fait encore du ski quelques fois par saison ensemble. Le sport nous amène des moments de bonheur, des moments aussi plus tragiques. Et en 82, tu étais au circuit Gilles Villeneuve, alors qu'on venait quelques semaines auparavant perdre notre idole Gilles Villeneuve. Et là, Riccardo Paletti prenait le départ du Grand Prix du Canada et on sait ce qui est arrivé. Le pilote italien a frappé la voiture de Pironi et a perdu la vie. Comment tu avais vécu ce moment-là? À ce moment-là, j'étais pour l'agence de presse Reuters et j'étais pas comme dans les premiers photographes, donc je n'étais pas au départ, j'étais positionné pas mal plus loin et j'ai eu aucune idée de ce qui s'est passé, j'ai rien vu, peut-être la colonne de fumée, mais j'ai pas vécu cet événement-là parce que je n'étais pas près de l'action. Et j'étais positionné pas mal plus loin, donc j'ai vu la colonne de fumée, mais on n'avait pas d'idée de ce qui se passait. Il n'y avait pas autant d'écrans de télévision sur le site. Donc, j'ai eu aucune idée. C'est quand je suis arrivé vers le podium, je pense qu'à ce moment-là, on savait qu'il était décédé et on voit la remise du trophée avec le père de Gilles Villeneuve et les deux pilotes qui souriaient vraiment pas cette journée-là. Est-ce que tu savais que Séville, le père de Gilles, remettrait le trophée au gagnant? Je me souviens pas à cette époque-là, mais évidemment, quand j'ai pris la photo, je l'ai reconnu, mais possiblement qu'on savait que c'était lui qui remettait le trophée.
Parce que ça, c'est un côté qu'on parle pas souvent de la photographie, mais il y a quand même de la recherche sur l'événement, sur les noms qui vont ressortir durant l'événement sportif. C'est quand même un travail qu'on doit absolument faire. Ben oui, il faut être au courant au hockey. Si un joueur qui va compter son 50e but, évidemment qu'on va le suivre. Des trucs comme ça, mais je connais assez bien les sports. Je me tiens au courant de ce qui se passe un peu partout. C'est sûr que quand je vais arriver au Grand Prix du Canada, je vais savoir qui sont les meilleurs pilotes en tête du classement. Et c'est pourquoi que l'époque d'Ayrton Senna a été une époque extraordinaire. Un pilote qui a marqué l'histoire du sport automobile, qui est une légende. Et ça, tu as eu la chance de le voir de près et de prendre de superbes clichés. Ben oui, comme je te disais, on avait un accès beaucoup plus facile. Puis à ce moment-là, déjà, on savait qu'Ayrton Senna, c'est un pilote extraordinaire qui allait être au temps de la renommée. Donc, on le suivait beaucoup. Puis, et là, on voit une photo, Bernard, on voit une photo où c'est pas toi qui l'as pris celle-là, mais on te voit tout juste derrière l'épaule d'Ayrton Senna. Oui, je faisais la couverture pour l'agence Reuters à ce moment-là. Comme tu vois, dans les puits, l'accès était beaucoup plus facile. Les pilotes se promenaient plus aisément, tandis qu'aujourd'hui, on voit rarement les pilotes sortir de leur garage et aller se promener. Et en 86, quand tu as pris la première photo d'Ayrton Senna, on savait pas qu'il était pour devenir champion du monde, comme en 88, lorsqu'on voit justement la photo à bord de sa McLaren. Est-ce que tu ressentais une émotion quand tu prenais la photo de ces gens-là? Ben c'est certain, tu sais, c'est comme plus tu retournes maintenant, quand tu regardes les photos, tu dis waouh, c'était des gens qui ont marqué l'histoire du sport automobile, Senna entre autres, Schumacher. Tu sais, est-ce qu'on va en avoir encore aujourd'hui? Probablement Hamilton, mais c'est vraiment des pilotes qui ont marqué l'histoire du sport et j'ai eu la chance de les photographier. Et il y a des photos qui ont marqué l'imaginaire plus que d'autres. Et il y a certaines de tes photos qui ont remporté des prix, dont la première qui a marqué vraiment l'imaginaire, c'est celle de la marmotte en 1989. Comment ça s'est passé? En 89, j'étais sur la tour de départ et il y a un de mes confrères, Michel Ponomareff, qui me dit « Hey, as-tu vu la marmotte sur le bord de la piste? » Donc, je me suis retourné avec mon appareil, j'ai déclenché. Ensuite, là, on est en film de 36 poses, là. Le film est parti pour la presse. Il y avait quelqu'un qui venait chercher les films. Quand je suis arrivé après la course, c'était développé. Et c'est quand j'ai regardé avec la loupe la photo de la marmotte en foyer sur ses pattes arrière, le taux cadré parfaitement. Écoute, disons que je souriais beaucoup à ce moment-là. Là, tu le savais. On se doute un peu qu'on a une photo, mais on ne la voyait pas parce que quand tu déclenchais avec l'appareil, c'est que le miroir levait, la photo était prise, mais tu ne voyais pas l'instant exact. Donc, c'est vraiment quand. Tu ne peux pas dire à l'époque des films que tu avais une super photo tant que tu n'avais pas vu le négatif. Donc, la surprise en chambre noire, lorsqu'on voit ça, ça doit être vraiment génial. Il y a plus cette magie aujourd'hui avec les appareils modernes. Il n'y a plus de magie parce qu'en moins d'une seconde, tu vois exactement ce que tu as pris. Même avec les appareils sans miroir, tu vois ce que tu prends avec l'exposition. Tout est là. Wow! Et donc, ça a été toute une époque, l'époque justement des années 80. Tu as eu la chance, naturellement, d'avoir des contacts privilégiés avec les organisateurs. Normand Legault, notamment, avec qui, j'imagine, tu as eu beaucoup d'échanges avec lui. Ben, c'est des échanges quand même brefs, mais c'est une personne qui me respectait, que je respectais beaucoup. Chose pour François Dumontier. Avec les années, il voyait que j'étais toujours sur le site, qu'on a développé un genre d'amitié, si on veut. Et donc, l'époque des années 90 a été marquée par l'arrivée de l'héritage de Gilles Villeneuve, Jacques.
Ça aussi, ça a été une époque qui t'a sûrement marqué parce que Jacques Villeneuve, c'était notre premier champion du monde et le seul d'ailleurs. Oui. Ben, Jacques, les premières photos que j'ai faites de lui, en fait, remontent au décès de son père à Berthier lors des funérailles. Là. J'étais là pour l'agence United Press Canada et j'ai photographié Jacques Petit accompagné de sa mère. Ensuite, je l'ai photographié quelques fois au circuit à Trois-Rivières et évidemment lors de ses premières courses au circuit Gilles Villeneuve. Et donc, est-ce que c'était le genre de pilote qui t'aimait le plus photographier? Tu pouvais avoir des surprises avec Jacques Villeneuve. Tu sais, c'est pas, on avait encore une fois pas de contact, mais il fallait être toujours prêt parce qu'il pouvait arriver quelque chose de cocasse, si on veut. En fait, il faut toujours être prêt, mais disons que certains pilotes sont un peu plus exubérants, un peu comme Daniel Ricciardo, si on veut, par rapport à d'autres pilotes qui sont plus réservés. Lesquels ont été le moins collaboratifs? Ben, tu sais, on n'a pas, c'est rare qu'on pose, on demande aux pilotes de poser si on veut, là. Fait que c'est à nous de se dépêcher, d'aller capter l'instant. Si on le manque, tant pis pour nous. Et donc, le sport automobile, il arrive toujours certains moments plus spectaculaires que d'autres. Naturellement, tu as eu cette opportunité de vivre de près des accidents, des collisions Oui. en Formule 1. Parle-nous de tes surprises à ce niveau-là. Ben, il y a eu, c'est en 97 où un des pilotes a fait un tonneau. C'est probablement mon moment le plus noir en carrière parce que j'ai raté la photo sur la ligne de départ. Puis il y a un des photographes qui a remporté un World Press avec la photo. Par contre, j'ai celle-là qu'on voit ici de Ralf Schumacher qui a frappé le mur de pneus. Et d'ailleurs, un des pneus, on voit sur YouTube, passe par-dessus la tour des photographes. Ouf. Donc, tu étais conscient du danger que ça représentait quand même prendre la photo de sport automobile versus d'autres sports? Oui, mais disons que c'est peut-être moins dangereux maintenant pour les photographes parce qu'on a quand même, il y a une bonne protection entre le circuit et les photographes de l'autre côté, comparativement au football où on peut se faire frapper par les joueurs parce que ça peut arriver très vite et on ne regarde pas nécessairement dans la même direction. Est-ce qu'il y a une réunion avec les photographes de Grand Prix avant le début d'une fin de semaine pour justement établir où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire comme photographe? Oui, ben il y avait Pat Béard, le célèbre photographe devenu chef des photographes qui venait à chaque année, qui nous indiquait les trucs, mais avec les années, on n'a pas beaucoup d'accès finalement. Il y a très peu de trous. On sait où aller. Il n'y a pas beaucoup de changements, disons, dans les dernières années. Et donc, tu as vu arriver toute cette jeune lignée de pilotes qui nous ont marqués et tu as de superbes clichés, que ce soit de Verstappen, Hamilton et les autres. Oui, ben en 2007, première victoire de Lewis Hamilton en carrière et c'était à Montréal. D'ailleurs, il y a une belle photo sur le podium avec le champagne. Et ça, je remarquais aussi certaines photos, notamment de Michael Schumacher, qui a été un de ceux que tu as aimé le plus photographier. Oui, ben, tu sais, tout le monde dit que c'était peut-être pas le plus sympathique, mais je dirais que c'est un des plus photogéniques, si on veut. Vraiment, il y avait une bonne bouille à photographier. On peut-tu dire que tu as pris ta retraite ou c'est une semi-retraite que tu vis? En fait, je ne travaille plus pour la presse depuis l'été 2021 et je continue à faire des photos pour l'agence Reuters, entre autres, pour le Globe and Mail. J'ai quelques clients, donc c'est un genre de semi-liberté où je choisis vraiment ce que je veux faire et ça me permet de faire beaucoup de photos au drone et de m'améliorer. Parle-nous de ta passion pour le drone. Fait qu'au début de la pandémie, en mai 2020, presque il y a 2 ans, j'ai acheté un petit drone, j'ai commencé à faire des photos, j'ai fait quelques erreurs. Plus ça allait, plus je m'améliorais avec l'aide un ami qui est devenu vraiment mon mentor en drone. J'ai appris beaucoup. Puis dernièrement, j'ai réussi ma licence de pilote avancé, donc je peux faire des photos avec un plus gros drone un peu partout.
À l'époque, si on remonte il y a 10-12 ans, il n'y avait pas de réglementation. Aujourd'hui, ça demande quand même une bonne certification. En fait, tous les drones en bas de 249 grammes, il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Il s'agit d'être prudent. Tout ce qui est en haut de 249 grammes, ça te prend un permis de base si tu veux le faire voler à l'extérieur de Montréal. Mais si tu veux le faire voler dans la région de Montréal, ça prend le permis avancé et à chaque fois, faire une demande sur un site. Donc, il y a énormément de similitudes avec la licence d'un pilote d'avion. C'est très semblable. Les questions qui sont posées refaire beaucoup à l'aviation. Sauf que nous, on est au sol et on monte jamais dans les airs. J'imagine qu'arrive toujours, quand on découvre un appareil, certains moments plus cocasses. Parle-nous de ces moments que tu as pu vivre, autant avec tes appareils photo à l'époque qu'aujourd'hui. Disons, pour le drone, évidemment, on me dit les pilotes plus expérimentés, les chances de faire un crash sont de 100%. Et je l'ai vécu 2 fois en une semaine l'année dernière. C'est des erreurs que l'on fait sur des modes automatiques. J'ai pas mis l'appareil assez élevé en altitude et il a frappé des arbres. Tandis que la deuxième fois, l'appareil était à l'envers par rapport à moi et j'ai fait une fausse manœuvre trop rapide et là, l'appareil est tombé en haut de l'arbre, entre 2 branches. Donc, il n'y a pas eu vraiment de dommages, mais c'est des erreurs par lesquelles j'ai appris à mieux piloter et à être plus conscient de ce qu'on fait. Avec tous ces années, Bernard, qu'est-ce que tu es le plus fier? Disons que j'ai vraiment une belle carrière. J'ai eu la chance de couvrir 13 Jeux olympiques, de rencontrer plein de gens. J'ai participé à beaucoup de concours. Même encore la semaine dernière, j'ai remporté 2 prix Antoine Desilets, qui étaient mes 12e et 13e, qui est pour moi, Antoine Desilets, c'était mon idole. Je me suis beaucoup inspiré de ses photos en début de carrière. Et quand tu regardes ses livres aujourd'hui, tu regardes ses images, tu te dis, ouais, disons qu'il y avait beaucoup de talent pour faire les photos avec les appareils de l'époque, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus facile. Fait que c'est de ça que je suis le plus fier, avoir une carrière vraiment à la hauteur de mes attentes, puis je veux que ça continue encore longtemps, mais j'ai pris un autre chemin maintenant. Est-ce que tu réalises que ce que tu as fait dans le sport, mais les gens pensent la même chose de toi? C'est-à-dire que tu es une source d'inspiration? Moi, je dis toujours, c'est grâce aux athlètes si j'ai pu réussir ces photos-là, parce que c'est vraiment eux qui sont les plus importants. Puis, comme je te dis, j'ai eu vraiment la chance d'être présent aux événements, puis de vivre un peu les joies qu'ils ont quand ils obtiennent une médaille d'or. Là. Tu sais, c'est quand même agréable d'être présent à côté d'eux, puis pouvoir un peu célébrer si on veut. Mais si tu savais comment les athlètes sont fiers, en tout cas, moi, j'ai eu une fois la page frontispice de la presse, c'est une photo de Bernard Brault et j'en suis tellement fier. Regarde, tu vois, c'est un beau souvenir pour toi et pour moi aussi, parce que les pages jeunes, c'est un peu comme notre adrénaline, si on veut. C'est ce qu'on veut faire, toujours avoir nos photos en page jeunes. Donc, c'est une victoire partagée, ça, Bernard? Oui, mais disons que c'est toi qui es là à la base. Toi, tu as pris les risques que moi, j'ai juste capté l'instant. J'aime mieux être dans une voiture de course que sur le côté de la piste. Disons qu'on a chacun notre pression, mais toi, tu en as un peu plus. OK. On pourra s'en reparler de ça. Oui. Hey Bernard, un grand merci de ta générosité. Merci pour la couleur que tu nous as mis dans notre vie durant toutes ces années. Et puis, je te souhaite une bonne retraite active. Merci Bertrand, puis j'apprécie beaucoup ton entrevue. Merci. Non seulement ces photos sont magnifiques, mais je sais pas si vous avez remarqué dans l'œil de Bernard Brault, l'étincelle est toujours là malgré toutes les belles années qu'il a vécues. Et c'est un gars qui accepte d'évoluer, notamment de prendre la photo avec des drones. Eh bien, c'est déjà tout pour Plein mon casque. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de balado disponibles, aussi sur plainmoncasque.com. Mon nom est Bertrand Godin. Merci d'avoir été là.